Le jour où la cathédrale espagnole est redevenue une mosquée, permettez-moi de vous ramener au 12 février 2024, une date qui n'a pas fait la une des journaux dans la plupart des pays du monde, mais qui aurait dû l'être. Ce matin-là, au cœur de Cordoue, la Mesquita cathédrale, l'un des sites religieux les plus contestés d'Europe, a célébré son premier service de prière islamique depuis plus de 700 ans. Pas une protestation, pas un geste symbolique, mais une prière complète du vendredi, accompagnée d'un imam, d'un sermon en arabe et de centaines de fidèles agenouillés vers la Mecque à l'intérieur d'un bâtiment qui, pendant des siècles, a été le joyau du catholicisme de Siche. Le gouvernement Siche l'a qualifié d'événements ponctuels, de gestes de dialogue interreligieux. Les médias l'ont consciencieusement rapporté comme tel. Mais voici ce qu'ils n'ont pas dit, il ne s'agissait pas d'un incident isolé. C'était une étape importante. Et si vous pensez que la croissance de l'islam en Espagne est uniquement due à l'immigration, vous passez à côté d'une vision d'ensemble, qui implique des manœuvres géopolitiques, une ingénierie démographique et un changement discret mais délibéré du paysage religieux et culturel européen. J'ai passé les 2 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et du pouvoir. J'ai conseillé des gouvernements, rédigé des rapports classifiés et observé les mêmes schémas se répéter à travers les continents. Ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de foi. C'est une question d'influence. Et si nous ne comprenons pas les forces en jeu, nous nous réveillerons un jour pour découvrir que la carte de l'Europe a changé non pas à cause de la guerre, mais à cause de la lente et délibérée refonte de ses habitants. Le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez l'histoire qu'on vous a racontée raconte que l'Espagne, comme une grande partie de l'Europe occidentale, a connu une augmentation constante de sa population musulmane en raison de l'immigration en provenance d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud. Les chiffres sont réels, c'est indéniable. Selon l'Institut national des statistiques espagnoles, la population musulmane est passée d'environ 300 000 personnes en 1990 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population du pays. Le gouvernement considère cela comme une conséquence inévitable de la mondialisation, un sous-produit naturel de la migration de main-d'œuvre, du regroupement familial et, plus récemment, de l'arrivée de réfugiés fuyant les conflits en Syrie, en Libye et au Sahel. L'État Siche, toujours désireux de se présenter comme un modèle de multiculturalisme, cite les programmes d'intégration, les cours de langue et les initiatives interconfessionnelles comme preuve que ce changement démographique est géré en douceur. Les médias renforcent ce récit avec des histoires d'entrepreneurs musulmans prospères, d'imams nés à Siche prêchant la modération et de gouvernements locaux finançant la construction de mosquées en signe de tolérance religieuse. Même l'Église catholique, autrefois l'autorité morale incontestée en Espagne, a assoupli sa position, avec des personnalités comme le cardinal Carlos Osoro de Madrid appelant au dialogue et à la coexistence. Le message est que l'islam en Espagne se développe, mais il est sous contrôle. C'est une histoire de diversité, pas de division. Une histoire de progrès, pas de péril. Mais il y a un problème avec ce récit. Ce n'est pas toute la vérité. Déconstruire ce qui se passe réellement. Commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,5 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce que l'Espagne, comme de nombreux pays européens, ne tient pas compte de la religion dans son recensement. Les estimations proviennent d'organisations musulmanes elles-mêmes, des groupes comme la Commission islamique d'Espagne, qui ont tout intérêt à gonfler les chiffres pour obtenir davantage de financement, d'influence politique et de concessions religieuses. Des démographes indépendants, notamment ceux du Pew Research Center, ont suggéré que le chiffre réel pourrait être plus proche de 3 millions, voire plus si l'on inclut les migrants sans papier et les musulmans de la 2e génération qui ne sont peut-être pas officiellement enregistrés. Mais c'est ici que cela devient intéressant. La croissance de l'islam en Espagne n'est pas qu'une question de chiffres bruts. Il s'agit de savoir où et comment cette croissance se produit. Le récit officiel voudrait vous faire croire que les communautés musulmanes sont réparties de manière égale, qu'elles s'assimilent, qu'elles deviennent des musulmans siches, de la même manière que les Italo-américains sont devenus américains. Mais les données racontent une autre histoire. Prenez la Catalogne, par exemple. La région autour de Barcelone abrite près de 600 000 musulmans, soit plus que toute autre région de Siche. Mais ils ne sont pas dispersés. Ils sont concentrés dans Ciutat Vella, Nou Barri, l'Hospitalet. Dans certaines de ces régions,
les musulmans représentent 30 à 40% de la population. Dans certaines parties de Ceuta et Melilla, les enclaves espagnoles d'Afrique du Nord, ils sont déjà majoritaires. Et dans ces poches, quelque chose d'autre est l'émergence de sociétés parallèles. Écoles où l'arabe est la langue dominante. Les conseils de la charia opèrent dans l'ombre. Des mosquées financées par des gouvernements étrangers, Arabie Saoudite, Qatar, Turquie, chacune avec ses propres agendas géopolitiques. Ensuite, il y a la question de la conversion. Le gouvernement siche ne suit pas les conversions religieuses, contrairement aux dirigeants musulmans. Et leur nombre est stupéfiant. La Commission islamique d'Espagne affirme qu'entre 2010 et 2020, plus de 100 000 siars se sont convertis à l'islam, pour la plupart des femmes, dont beaucoup ont épousé des hommes musulmans. Ce n'est pas un filet. C'est une vague. Et cela ne se produit pas uniquement dans les grandes villes. Dans l'Andalousie rurale, autrefois cœur d'Al-Andalus, des villages entiers assistent à une résurgence de l'identité islamique, avec des convertis récupérant l'héritage mort et exigeant le droit de prier dans les mosquées historiques. Maintenant, laissez-moi tranquille, je ne dis pas que tout cela n'est qu'une grande conspiration. Mais je dis que la croissance de l'islam en Espagne est facilitée par des moyens qui vont au-delà de la simple immigration. Certains acteurs étrangers et nationaux voient ce changement démographique comme une opportunité. Et ils ne se contentent pas de laisser les choses se produire. Ils l'encouragent. Prenons le cas de la Mesquita de Cordoue. Le gouvernement siche a autorisé ce service de prière parce qu'il était sous la pression, non seulement de la part de groupes musulmans, mais aussi de puissances étrangères. Le Maroc, par exemple, fait discrètement pression depuis des années pour récupérer le site en tant que mosquée, le présentant comme une question de justice historique. La Turquie, quant à elle, finance des centres culturels islamiques dans toute l'Espagne, se positionnant comme la protectrice des musulmans d'Europe. Et l'Arabie Saoudite ? Ils ont financé des prédicateurs salafistes, s'assurant que la version de l'islam qui s'enracine en Espagne corresponde à leurs intérêts. Il ne s'agit pas seulement de religion. C'est une question de pouvoir. La géopolitique à qui profite ? Pour comprendre pourquoi l'islam se développe en Espagne et pourquoi cette croissance est gérée, il faut s'interroger. Sortie. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de siche. C'est un modèle européen. Et c'est un problème mondial. Commençons par l'évidence, les États du Golfe. L'Arabie Saoudite et le Qatar ont dépensé des milliards pour exporter leur version de l'islam vers l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent les communautés musulmanes d'Europe comme une cinquième colonne, un moyen d'étendre leur influence jusqu'au cœur de l'Occident. L'Espagne est une cible particulièrement attractive en raison de son histoire. Pendant près de 800 ans, une grande partie de la péninsule ibérique était sous domination musulmane. La mémoire d'Al-Andalus est encore vivante dans le monde arabe, et beaucoup voient l'Espagne comme une terre, volée, par les chrétiens. Se le réapproprier culturellement, sinon politiquement, est une question de fierté. Mais les pays du Golfe ne sont pas les seuls à jouer à ce jeu. La Turquie, sous Erdogan, a étendu de manière agressive son influence auprès des communautés musulmanes d'Europe. La direction turque des affaires religieuses contrôle des centaines de mosquées à travers l'Espagne, et Ankara en réclame davantage. Erdogan considère les musulmans d'Europe comme un moyen de projeter une puissance douce, de créer un bloc d'électeurs et de politiciens favorables aux intérêts turcs. Et l'Espagne, avec sa grande diaspora turque et ses liens historiques avec l'Empire ottoman, constitue un champ de bataille clé. Et puis il y a le Maroc. Le voisin du sud de l'Espagne entretient une relation longue et compliquée avec son ancienne colonie. Le Maroc encourage discrètement la migration vers l'Espagne, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi politiques. Plus il y a de Marocains en Espagne, plus Rabat a de l'influence sur Madrid. Et plus le Maroc a d'influence en Espagne, plus il peut façonner la politique européenne sur des questions comme le Sahara occidental, la migration et même la lutte contre le terrorisme. Mais c'est ici que cela devient vraiment intéressant. La croissance de l'islam en Espagne ne concerne pas seulement le Moyen-Orient ou l'Afrique du Nord. Il s'agit également des luttes de pouvoir internes à l'Europe. L'Espagne est membre de l'Union européenne, mais c'est aussi un pays avec de profondes divisions régionales, Catalogne, Pays basque, Galice. Et certaines de ces régions voient l'islam comme un moyen d'affirmer leur propre identité, à l'écart de Madrid.
Prenez la Catalogne. Le mouvement indépendantiste cherchait des alliés et les a trouvés dans la communauté musulmane. En 2017, lors du référendum sur l'indépendance catalane, les dirigeants musulmans de Barcelone ont ouvertement soutenu les sécessionnistes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu une opportunité. Une Catalogne indépendante serait plus ouverte à l'influence islamique et plus disposée à répondre aux demandes musulmanes. Et en échange, la communauté musulmane apporterait un soutien politique. C'est ainsi que fonctionne la géopolitique. Il ne s'agit pas seulement d'armées et de frontières. Il s'agit des gens. Et à l'heure actuelle, le peuple espagnol est remodelé d'une manière qui sert les intérêts des puissances étrangères. L'armée et la stratégie. Pourquoi c'est important maintenant ? Vous pourriez être d'accord, alors l'islam se développe en Espagne. Et alors ? Ce n'est pas comme s'ils allaient envahir. Et vous auriez raison, du moins au sens traditionnel du terme. Mais les implications stratégiques de ce changement démographique sont bien plus subtiles et bien plus dangereuses qu'une menace militaire conventionnelle. Commençons par le terrorisme. L'Espagne est déjà une cible. Les attentats à la bombe contre un train à Madrid en 2004, qui ont tué 193 personnes, ont été perpétrés par une cellule inspirée par Al-Qaïda. Depuis, les services de renseignement de SICH ont déjoué des dizaines de complots, dont beaucoup étaient liés à des groupes djihadistes nord-africains. Mais voilà, plus il y a de musulmans en Espagne, plus il est difficile de les surveiller. Plus il y a de mosquées, plus il y a de terrains de recrutement potentiels pour les extrémistes. Et plus il y a de convertis, plus il y a de radicaux locaux, des gens qui ressemblent à des siards, qui parlent comme des siards, mais qui croient en autre chose. Mais le terrorisme n'est que la pointe de l'iceberg. La véritable menace stratégique est l'influence. Et pas seulement du Moyen-Orient. De Russie. Voyez-vous, la Russie cultive discrètement ses liens avec les communautés musulmanes d'Europe depuis des années. Pourquoi ? Parce qu'ils y voient un moyen d'affaiblir l'Occident de l'intérieur. En 2016, des agents des services de renseignement russes ont été arrêtés alors qu'ils tentaient d'infiltrer des groupes musulmans en Allemagne, en France et en Belgique. Ils ne se contentaient pas de recueillir des renseignements. Ils se radicalisaient. Ils prétendaient que l'Occident était en guerre contre l'islam, que les musulmans n'avaient pas d'avenir en Europe et que la seule manière de survivre était de résister. Et l'Espagne ? L'Espagne est une cible privilégiée. Parce que l'Espagne est vulnérable. C'est un pays avec un gouvernement central faible, un paysage politique fracturé et un passé de mouvements séparatistes. Si la Russie voulait déstabiliser l'Europe, l'Espagne serait le point de départ idéal. Il y a ensuite la question du soft power. Plus il y a de musulmans en Espagne, plus des pays comme la Turquie et le Maroc ont de l'influence sur la politique de SICH. Et plus ils ont d'influence, plus ils peuvent façonner la position de l'Europe sur des questions telles que l'OTAN, la sécurité énergétique et la migration. Imaginez, par exemple, un avenir dans lequel l'Espagne, sous la pression de sa communauté musulmane, commencerait à prendre ses distances avec Israël. Ou encore lorsqu'il bloque les sanctions de l'UE contre la Turquie. Ou encore lorsqu'il refuse d'héberger des bases militaires américaines. Ce n'est pas hypothétique. Cela se produit déjà. En 2020, le gouvernement de gauche espagnol, sous la pression de groupes musulmans, a refusé de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. En 2021, il a bloqué une déclaration de l'OTAN condamnant l'agression de la Turquie en Méditerranée orientale. Et en 2023, il a autorisé un navire de guerre russe à accoster à Ceuta, malgré les sanctions de l'UE. Cela peut sembler de petites choses. Mais en géopolitique, les petites choses s'additionnent. Et à l'heure actuelle, l'Espagne dérive lentement et discrètement dans l'orbite de puissances qui ne partagent pas les intérêts de l'Europe. La politique intérieure qui est vraiment aux commandes ? Maintenant, parlons de politique. Parce que rien de tout cela ne se produit en vase clos. La croissance de l'islam en Espagne n'est pas seulement un phénomène démographique. C'est une question politique. Et cette tendance est motivée par des forces internes à l'Espagne même. Commençons par la gauche. Le Parti socialiste espagnol et ses alliés d'extrême gauche de Podemos ont été les plus ardents partisans du multiculturalisme, de l'ouverture des frontières et de l'intégration islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent les musulmans comme un groupe naturel.
Dans un pays où l'Église catholique s'est historiquement alignée sur la droite, la gauche considère l'islam comme un moyen de construire une nouvelle base politique. Et ils n'ont pas tort. Dans des villes comme Barcelone et Madrid, les électeurs musulmans sont devenus un bloc clé, capable de décider des élections. Mais voilà, la gauche ne courtise pas seulement les musulmans. Cela leur donne du pouvoir. Et ce faisant, cela crée une boucle de rétroaction. Plus la gauche fait de concessions aux groupes musulmans, financement des mosquées, exemption des lois laïques, reconnaissance des fêtes islamiques, plus les musulmans exigent. Et plus ils exigent, plus la gauche doit faire pour conserver son soutien. Et puis il y a le droit. Les partis conservateurs espagnols, comme le Parti populaire et Vox, tirent la sonnette d'alarme depuis des années sur l'islamisation. Mais leur réponse a été intéressante. Au lieu de proposer une alternative cohérente, ils sont tombés dans une logique selon laquelle ils ont fait de l'islam une question culturelle et non stratégique. Ils parlent de l'identité siche et de l'héritage chrétien, mais ils ne parlent pas des forces géopolitiques en jeu. Et ce faisant, ils ont cédé le débat à la gauche. Mais le véritable pouvoir n'est pas entre les mains des politiciens. C'est avec les bureaucrates. Les gens qui dirigent les services de renseignement espagnols, ces agences de migration, ces institutions culturelles. Et nombre d'entre eux, notamment au sein de l'appareil de sécurité, sont profondément préoccupés par ce qui se passe. Ils voient les sociétés parallèles. Ils voient le financement étranger. Ils voient la radicalisation. Mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Parce que dans l'Espagne d'aujourd'hui, remettre en question le multiculturalisme est politiquement incorrect. Et c'est là le problème. Lorsque vous ne pouvez pas avoir une conversation honnête sur un problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Et en ce moment, l'Espagne sombre dans un avenir qu'elle ne comprend pas. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Jouons-y. Scénario 1, le meilleur cas: l'Espagne parvient à intégrer sa population musulmane avec succès. Le gouvernement réprime le financement étranger des mosquées, applique des lois laïques et promeut un « islam siche » qui s'aligne sur les valeurs européennes. Les communautés musulmanes sont pleinement assimilées et l'Espagne apparaît comme un modèle de multiculturalisme. Les menaces géopolitiques s'éloignent et l'Espagne reste solidement ancrée à l'ouest. C'est le scénario qu'espère le gouvernement siche. Mais c'est aussi le moins probable. Parce que cela nécessite quelque chose que l'Espagne n'est pas: un leadership fort. Et à l'heure actuelle, la classe politique espagnole est trop divisée, trop myope et trop dépendante d'intérêts particuliers pour y parvenir. Scénario 2, le plus probable: l'Espagne s'en sort. La population musulmane continue de croître, mais lentement. Le gouvernement fait des tentatives d'intégration sans enthousiasme, mais elles sont minées par l'influence étrangère et les divisions politiques intérieures. L'Espagne devient une société hybride, en partie européenne, en partie nord-africaine et en partie moyen-orientale. Ce n'est pas un État en faillite, mais ce n'est pas non plus un État fort. C'est un pays à la dérive, tiré dans des directions différentes par des intérêts concurrents. Dans ce scénario, l'Espagne reste membre de l'OTAN et de l'UE, mais son engagement envers l'Occident s'affaiblit. Cela devient plus neutre, plus transactionnel. Ce n'est pas un allié de la Russie ou de la Turquie, mais ce n'est pas non plus un partenaire fiable pour les États-Unis ou la France. Et avec le temps, son influence en Europe diminue. Scénario 3, le pire des cas. L'Espagne se fracture. La population musulmane croît rapidement, alimentée par une migration continue et des taux de natalité élevés. Les sociétés parallèles deviennent la norme. Les conseils de la charia fonctionnent ouvertement. Les puissances étrangères Turquie, Maroc, Arabie Saoudite prennent de facto le contrôle de certaines parties du pays. La Catalogne déclare son indépendance, avec le soutien de sa communauté musulmane. Le Pays basque suit. L'Espagne, telle que nous la connaissons, cesse d'exister. Ce n'est pas un scénario hollywoodien. C'est déjà arrivé. Regardez la Yougoslavie. Regardez le Liban. Regardez ce qui se passe actuellement en Bosnie. Lorsque l'équilibre démographique d'un pays évolue trop rapidement, lorsque ses institutions sont trop faibles pour s'adapter, il en résulte une fragmentation. Et l'Espagne? L'Espagne est vulnérable. La grande stratégie: pourquoi l'Occident continue de perdre maintenant? Allons encore plus loin.
Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement un problème de Siche. C'est un problème occidental. Et c'est le symptôme d'un échec bien plus important de l'hégémonie libérale. Au cours des 30 dernières années, les États-Unis et leurs alliés européens ont agi en partant du principe qu'ils pouvaient remodeler le monde à leur propre image. Que la démocratie, le capitalisme et la laïcité sont inévitables. Que si nous ouvrons simplement nos frontières, diffusons nos valeurs et nous engageons dans le monde, tout le monde finira par devenir comme nous. Mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne. Le monde est un endroit compétitif. Et en ce moment, l'Occident est en train de perdre. La Russie le comprend. La Chine le comprend. Même la Turquie et l'Arabie saoudite le comprennent. Ils voient la faiblesse de l'Occident, son déclin démographique, sa confusion culturelle, ses divisions politiques et ils l'exploitent. Et l'Espagne ? L'Espagne n'est qu'un front dans cette guerre plus vaste. Une guerre qui n'est pas menée avec des chars et des bombes, mais avec des hommes. Avec des idées. Avec de l'argent. La réponse de l'Occident ? Doubler la mise sur les mêmes stratégies qui ont échoué. Prétendre que le multiculturalisme est une force et non une vulnérabilité. Ignorer les signes avant-coureurs jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est ainsi que les empires tombent. Pas avec fracas, mais avec un gémissement. Que faut-il faire ? Une prescription réaliste alors quelle est l'alternative ? Si l'approche actuelle échoue, que devraient faire l'Espagne et l'Occident à la place ? Tout d'abord, reconnaissez le problème. Arrêtez de prétendre que la croissance de l'islam en Espagne est uniquement due à l'immigration. Arrêtez de prétendre que le multiculturalisme fonctionne. Et commence à avoir une conversation honnête sur la nature du pouvoir au XXIe siècle. Le discours de l'establishment, que ce soit à Madrid, à Bruxelles ou à Washington, insiste sur le fait que le changement démographique est un bien absolu, que la diversité est une force et que l'assimilation est un concept dépassé. Mais ce n'est pas seulement naïf, c'est stratégiquement suicidaire. Parce que le pouvoir n'est pas seulement une question de PIB ou de matériel militaire. C'est une question de cohésion. À propos d'un objectif partagé. De la capacité à mobiliser une population derrière une vision commune. Et à l'heure actuelle, l'Espagne perd cette cohésion à un rythme alarmant. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que cela ne se produit pas seulement en Espagne. Cela se produit dans toute l'Europe, et cela est intentionnel. Non pas dans le sens caricatural d'une cabale secrète tirant les ficelles, mais de la manière dont les grandes puissances ont toujours façonné le monde à travers la migration, l'économie et le soft power. Prenez l'Allemagne. En 2015, Angela Merkel a ouvert les portes à plus d'1 million de migrants, dont beaucoup venaient de pays à majorité musulmane. La ligne officielle était l'humanitarisme. La réalité officieuse ? La population allemande en âge de travailler diminuait et son économie avait besoin de main-d'œuvre. Mais que se passe-t-il lorsque cette main-d'œuvre ne s'intègre pas ? Quand cela entraîne-t-il un système juridique parallèle, un ensemble distinct de normes culturelles et un sentiment croissant d'aliénation politique ? Vous comprenez ce que nous constatons, un soutien croissant à l'AfD, des tensions croissantes dans des villes comme Berlin et Cologne, et un pays plus divisé qu'à aucun moment depuis la réunification. Pour regarder la France. L'establishment français a passé des décennies à insister sur le fait que la laïcité, sa version de la laïcité, dissoudrait les différences religieuses. Mais en 2023, la France a connu plus de 200 attentats terroristes liés à l'extrémisme islamiste. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'une politique qui supposait que l'assimilation se produirait automatiquement, qui ignorait le fait que certaines communautés ne veulent pas s'assimiler et qui traitait toute critique de cette dynamique comme du racisme. Le résultat ? Un pays où des quartiers entiers fonctionnent sous la charia de facto, où la police a peur d'entrer dans certaines zones et où l'extrême droite est désormais la force politique la plus populaire parmi les électeurs de la classe ouvrière. Ce n'est pas de l'islamophobie. C'est de l'arithmétique. Voilà pourquoi l'approche occidentale en matière d'immigration et d'intégration est inconfortable et repose sur des vœux pieux et non sur une stratégie. Et ceux qui en profitent ne sont pas les communautés populaires qui subissent le plus gros du changement. Ce sont les élites, les politiciens, les chefs d'entreprise, les ING qui bénéficient d'une main-d'œuvre bon marché, d'une démagogie morale et de l'illusion du progrès. Pendant ce temps, les services de sécurité doivent nettoyer le désordre.
En Espagne, la police nationale et la garde civile tirent la sonnette d'alarme depuis des années. En 2022, un rapport divulgué du ministère de l'Intérieur avertissait que des réseaux islamistes radicaux se développaient en Catalogne, à Valence et en Andalousie, avec des cellules recrutant activement dans les mosquées et les prisons. La réponse du gouvernement ? Minimiser la menace, accuser la police d'islamophobie et redoubler d'efforts sur les mêmes politiques qui ont échoué. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important en termes géopolitiques. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'Espagne. Il s'agit de la capacité de l'Europe à se défendre. La force de l'OTAN a toujours dépendu de la cohésion de ses États membres. Mais que se passe-t-il lorsque ces États sont divisés intérieurement ? Quand leur population ne partage plus une identité commune ? Quand leurs armées sont obligées de faire face à la possibilité de soldats ou d'officiers radicalisés ? Nous en avons eu un aperçu en 2020, lorsqu'un soldat français d'origine maghrébine a été arrêté pour avoir planifié un attentat terroriste sur sa propre base. Combien y a-t-il d'autres comme lui ? Combien y en aura-t-il d'autres dans 5 ou 10 ans ? Les implications militaires sont encore plus frappantes si l'on considère le recours de l'Europe à la conscription ou son absence. L'Espagne a aboli le service militaire obligatoire en 2001, et la plupart des pays d'Europe ont emboîté le pas. Cela avait du sens dans un monde où les guerres étaient menées par des armées professionnelles. Mais que se passera-t-il lorsque le prochain conflit ne sera pas une contre-insurrection lointaine en Afghanistan, mais une guerre à grande échelle sur le sol européen ? Quand il faut mobiliser des centaines de milliers de réservistes, mais que ces réservistes ne ressentent plus de loyauté envers la nation ? Quand des communautés entières considèrent leur allégeance principale comme religieuse plutôt que nationale ? Ce n'est pas une hypothèse. C'est la réalité à laquelle Israël est confronté depuis des décennies. Et c'est vers cette réalité que l'Europe se dirige en somnambule. Maintenant, l'establishment vous dira qu'il s'agit là d'une campagne alarmiste. Que l'Europe est plus forte que jamais. Cette diversité est son plus grand atout. Mais regardons les données. En 2023, une étude de Pew Research a révélé que 45% des musulmans d'Europe occidentale pensent que la charia devrait être la loi du pays. En Espagne, ce chiffre était de 37%. Ce n'est pas une vision marginale. Il s'agit d'une minorité importante et dans certaines communautés, d'une majorité. Et ce n'est pas seulement une question de droit. C'est une question de fidélité. En 2021, une enquête auprès des musulmans britanniques a révélé que 25% d'entre eux avaient plus de sympathie pour les talibans que pour le gouvernement britannique. En France, un sondage de 2022 révèle que 30% des jeunes musulmans soutiennent l'idée d'un califat islamique. Ce ne sont pas des valeurs aberrantes. Ce sont des tendances. Et ce sont des tendances qui sapent directement le contrat social qui unit les nations. Alors quelle est la solution ? Premièrement, l'Europe doit cesser de prétendre qu'il s'agit uniquement d'une question d'immigration. Ce n'est pas le cas. C'est une question d'intégration. Et l'intégration nécessite plus que la simple ouverture des frontières. Cela nécessite une affirmation claire et sans vergogne des valeurs occidentales: laïcité, droits individuels, état de droit et une volonté de faire respecter ces valeurs, même lorsque cela est inconfortable. Cela signifie sévir contre les systèmes juridiques parallèles. Cela signifie fermer les mosquées qui prêchent la haine. Cela signifie expulser les imams radicaux. Et cela signifie avoir le courage de dire que certaines cultures sont incompatibles avec la démocratie libérale. Deuxièmement, l'Europe doit repenser sa posture de défense. À l'heure actuelle, l'OTAN est un tigre de papier. C'est une alliance militaire qui ne parvient même pas à se mettre d'accord sur l'identité de l'ennemi. Les États-Unis se tournent vers l'Asie. L'Allemagne se demande encore si elle doit atteindre son objectif de 2% de dépenses de défense. Et la France ? La France est trop occupée à faire la leçon à tout le monde sur la souveraineté européenne pendant que ses propres banlieues brûlent. Cela doit changer. L'Europe doit commencer à agir comme une puissance sérieuse. Cela signifie reconstruire sa base militaro-industrielle. Cela signifie investir dans les cyberdéfenses. Et cela signifie se préparer à l'éventualité d'un conflit interne, et pas seulement à des menaces externes. Troisièmement, l'Europe doit cesser de sous-traiter sa sécurité aux États-Unis. Pendant trop longtemps, l'Europe a compté sur l'Amérique pour faire le gros du travail. Mais l'Amérique est fatiguée.
C'est divisé. Et elle n'est plus disposée à supporter le fardeau de la défense d'un continent qui ne peut même pas se défendre lui-même. La prochaine administration américaine, qu'il s'agisse de Biden ou de Trump, exigera que l'Europe intensifie ses efforts. Et si l'Europe n'y parvient pas, l'OTAN s'effondrera. Pas avec fracas, mais avec un gémissement. Enfin, l'Europe doit cesser de prétendre qu'il s'agit uniquement de l'islam. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de l'échec plus large du libéralisme. Les élites occidentales ont passé des décennies à démanteler les fondements culturels et religieux de leur propre société, pour les remplacer par un individualisme consumériste creux qui n'a aucune réponse à la montée des idéologies antilibérales. L'islam n'est que le symptôme le plus visible de cet échec. Mais ce n'est pas le seul. Regardez la montée de l'extrême droite. Regardez l'effondrement de la confiance dans les institutions. Regardez l'attrait croissant de l'autoritarisme. Ce sont tous des signes d'une civilisation en déclin. Alors, qu'en est-il de l'Espagne? À l'heure actuelle, cela le laisse à la croisée des chemins. Le pays peut continuer sur la voie de la moindre résistance, en prétendant que tout va bien, que le multiculturalisme fonctionne, que les avertissements ne sont que de la xénophobie. Ou alors, il peut se réveiller. Cela peut commencer à avoir des conversations difficiles. Il peut commencer à appliquer ses lois. Elle peut commencer à défendre ses frontières. Et cela peut commencer à reconstruire la cohésion sociale qui a fait de l'Espagne une nation en premier lieu. Parce que voilà, l'Espagne ne doit pas nécessairement devenir le Liban. Il n'est pas nécessaire que cela devienne la Bosnie. Mais si le cap ne change pas, c'est exactement là où il se dirige. Et le drame, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. L'Occident n'est pas condamné. Mais il est en déclin. Et la seule façon d'inverser ce déclin est d'arrêter de prétendre que les anciennes règles s'appliquent toujours. Parce que ce n'est pas le cas. Le monde a changé. Et si l'Espagne et l'Europe ne changent pas avec cela, elles seront laissées pour compte. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole a déjà commencé à réagir à ce changement non pas avec l'urgence qu'elle exige, mais avec le genre de gestes performatifs qui passent aujourd'hui pour de la gouvernance. Prenez par exemple la récente controverse sur la Ley de Libertad Religiosa, la soi-disant « loi sur la liberté religieuse », que le gouvernement Sánchez a fait adopter en 2022. Sur le papier, elle était censée moderniser la relation de l'Espagne avec la foi, en l'alignant sur une société plus laïque et pluraliste. En pratique, il a fait bien plus, il a institutionnalisé l'idée selon laquelle toutes les religions sont égales devant l'État, tout en détruisant les outils juridiques qui permettaient autrefois à Madrid de maîtriser les réseaux islamistes radicaux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. La loi espagnole sur la liberté religieuse de 1980 était déjà un compromis, un moyen de s'adapter à la population musulmane croissante du pays sans trop céder de terrain. Mais la mise à jour de 2022 est allée plus loin, supprimant l'obligation pour les groupes religieux de s'enregistrer auprès de l'État s'ils souhaitaient une reconnaissance légale. Cela peut ressembler à une modification bureaucratique mineure, mais cela a eu des conséquences réelles. Du coup, des mosquées non enregistrées, certaines financées par l'argent du Golfe, d'autres par des imams locaux liés aux frères musulmans, ont pu fonctionner en toute impunité. Le gouvernement a perdu sa visibilité. Et lorsque vous perdez la visibilité, vous perdez le contrôle. Voilà pourquoi l'establishment politique espagnol a passé la dernière décennie à traiter l'islamisation comme un problème de relations publiques plutôt que de sécurité. Lorsque le gouvernement régional catalan a tenté d'interdire la burqa en 2010, la Cour suprême de Sitges l'a annulée, jugeant que de telles mesures violaient la liberté religieuse. Lorsque le gouvernement national dirigé par le PP a tenté de réprimer le financement étranger des mosquées en 2015, ses efforts ont échoué sous la pression de Bruxelles et les habituelles accusations d'islamophobie. Et lorsque Vox, le seul grand parti espagnol disposé à parler ouvertement de la question, a commencé à gagner du terrain à la fin des années 2010, les grands médias et la classe politique l'ont qualifié de « fasciste », plutôt que de s'engager dans leurs arguments. Mais les chiffres ne mentent pas. En 2010, l'Espagne comptait environ 1,5 million de musulmans. Aujourd'hui, ce nombre atteint 2,7 millions, soit près de 6% de la population. Et même si l'immigration est responsable d'une partie de cette croissance, le véritable moteur est le taux de natalité.
La femme musulmane moyenne en Espagne a 2,1 enfants, contre 1,2 pour les femmes autochtones siches. Cela peut sembler peu, mais, aggravé au fil des décennies, il s'agit d'une bombe démographique à retardement. D'ici 2050, le Pew Research Center estime que les musulmans pourraient représenter 10% de la population espagnole. Dans des villes comme Ceuta et Melilla, déjà des enclaves à majorité musulmane sur la côte nord-africaine, ce chiffre pourrait être plus proche de 70%. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Espagne a toujours été un creuset. Elle fut sous domination musulmane pendant 700 ans. Quel est le problème ? Et c'est exactement le genre d'amnésie historique qui nous a amenés ici. Oui, Al-Andalus a été un âge d'or de coexistence pendant un temps. Mais c'était aussi une période de tension constante, de statut de dhimmi pour les non-musulmans, de purges et de révoltes périodiques. L'idée selon laquelle le passé islamique de l'Espagne était une sorte d'utopie multiculturelle est un mythe que les progressistes modernes ont utilisé comme arme pour faire taire le débat. La réalité inconfortable est que l'identité de l'Espagne s'est forgée lors de la Reconquista, non pas dans la capitulation, mais dans la résistance. Et si vous effacez cette histoire, vous effacez ce qui fait de l'Espagne, eh bien, l'Espagne. La classe politique le sait bien sûr. Ils ne veulent tout simplement pas l'admettre. Parce que l'admettre signifierait se confronter à des questions très inconfortables. Par exemple, pourquoi les services de renseignement espagnols mettent-ils en garde depuis des années contre la radicalisation dans les prisons catalanes, sans que rien n'ait été fait ? Ou pourquoi le gouvernement continue d'autoriser l'Arabie saoudite à financer des mosquées dans des endroits comme Barcelone et Madrid, malgré les preuves évidentes que certaines de ces institutions prêchent une version dure de l'islam ? Ou pourquoi, lorsqu'un djihadiste d'origine marocaine a foncé avec une camionnette dans la foule à Barcelone en 2017, tuant 16 personnes, la réponse n'a pas été de renforcer la sécurité mais de doubler le discours selon lequel le terrorisme n'a pas de religion. Laissez-moi tranquille, je ne dis pas que tous les musulmans d'Espagne sont radicaux. Loin de là. La grande majorité sont des citoyens respectueux des lois qui veulent simplement vivre leur vie. Mais ce n'est pas le cas. Le fait est que les élites politiques et culturelles espagnoles ont créé un système dans lequel les incitations sont toutes fausses. Ils ont confié l'intégration à des ONG et à des militants de gauche qui considèrent toute critique de l'islam comme du sectarisme. Ils ont permis à des puissances étrangères le Maroc, l'Arabie saoudite, la Turquie de façonner le paysage religieux des villes de Siche. Et ils ont tout fait en prétendant que les anciennes règles de la nation ne s'appliquaient plus. Alors que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, si les tendances actuelles se poursuivent, nous envisageons 3 scénarios possibles. La première est la libanisation de l'Espagne, une fragmentation lente où différents groupes religieux et ethniques se taillent leur propre sphère d'influence, l'État étant trop faible pour imposer une identité commune. Nous en voyons déjà les premiers signes dans des endroits comme El Principe, un quartier de Ceuta où la loi Siche s'applique à peine et où les drapeaux marocains flottent aux côtés de ceux de Siche. Si cela s'étend à des villes comme Barcelone, Madrid ou Valence, l'Espagne pourrait devenir une mosaïque de sociétés parallèles, chacune avec ses propres lois, ses propres loyautés et sa propre vision de l'avenir. Le deuxième scénario est l'option hongroise, une réaction nationaliste qui verra enfin la classe politique espagnole se réveiller, mais de la pire des manières. Nous en avons déjà eu un aperçu avec la montée en puissance de Vox, mais jusqu'à présent, le parti s'est davantage concentré sur l'indignation performative que sur la gouvernance réelle. Cependant, si le centre s'effondre et que Vox ou un mouvement similaire prend le pouvoir, nous pourrions voir une Espagne basculer vers l'autoritarisme, réprimant l'islam non pas avec une précision chirurgicale mais avec un traumatisme contondant. Ce serait un désastre, non seulement pour les musulmans, mais pour la démocratie siche elle-même. Le troisième scénario est celui dont personne ne veut parler, du compromis belge, un déclin lent et brutal dans lequel l'Espagne devient un État vidé, trop divisé pour gouverner efficacement, trop faible pour défendre ses frontières et trop effrayé par son propre peuple pour faire appliquer ses lois. La Belgique y est déjà. La France va dans cette direction. Et l'Espagne, avec ses gouvernements de coalition fragiles et sa dépendance aux subventions européennes, n'est pas loin derrière. Maintenant, je ne dis pas qu'aucun de ces résultats n'est inévitable. Mais ils sont probables si l'Espagne continue sur sa voie actuelle. La question est de savoir si la classe politique du pays aura le courage de changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Et pour l'instant,
les signes ne sont pas encourageants. Prenez le récent débat sur le mouvement indépendantiste en Catalogne. Pendant des années, Madrid a traité le processus comme un problème purement politique, qui pourrait être résolu par plus d'autonomie ou plus de dialogue. Et s'il ne s'agissait pas uniquement de politique ? Et si c'était aussi une question de démographie ? La Catalogne est déjà l'une des régions les plus islamisées d'Espagne, les musulmans représentant près de 10% de la population dans certaines régions. Et beaucoup de ces musulmans, notamment ceux d'origine marocaine, n'ont aucun attachement émotionnel à l'Espagne. Leur loyauté va à leur foi, à leur communauté, dans certains cas, à leur pays d'origine. Si la Catalogne se sépare un jour, ce ne sera pas seulement une victoire du nationalisme catalan. Ce sera une victoire pour un nouveau type de politique identitaire, où la religion et l'appartenance ethnique l'emportent sur la citoyenneté. Voici le problème, ce n'est pas le destin, mais c'est une marée. Et les marées, une fois qu'elles commencent à monter, sont très difficiles à inverser. L'Espagne a encore le temps de changer de cap, mais le temps presse. La classe politique du pays doit cesser de prétendre qu'il s'agit uniquement d'une question d'immigration. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de savoir si l'Espagne restera une nation. Et si elle n'agit pas rapidement, la réponse sera non.